Et donc, c'est une initiative qui permet à quelques mentors d'avoir la chance d'encadrer des plus jeunes qui eux-mêmes ont la chance de pouvoir assister à des congrès internationaux et charge à eux, avec notre supervision bienveillante, de nous restituer un petit peu ce qu'ils ont appris au cours de ces congrès internationaux. Et donc, je fais cette introduction en binôme avec Christophe Bureau, qui est hépatologue d'adultes. Donc, c'est suffisamment exceptionnel qu'on ait des collègues des pathologies d'adultes pour être signalés, qui va donc introduire notre première enquêtrice. Merci Emmanuel. Je suis évidemment ravi d'être parmi vous et effectivement de pouvoir mélanger hépatologue pour adultes et hépatologues pédiatriques, mélanger plus jeunes et plus anciens. Et sans tarder, donc, je vais demander à Alina Florentina-Lutou de nous faire une restitution de ses coups de cœur de l'ISOL 2024. Donc l'ISOL, c'est pour les hépatologues adultes le plus gros congrès des pathologies, même celui devant le congrès américain. Donc Alina, tu as un peu moins de 15 minutes. Alors bonjour, je vais vous présenter donc le master de l'hépatologie, le retour de l'ISOL. C'était assez difficile de choisir que 4 études dans le temps très limité, mais je veux commencer par celui-là. Donc c'est le SRT 015, un potentiel nouveau traitement dans les maladies cholestatiques du foie. Donc le SRT 015, c'est un inhibiteur oral de deuxième génération de l'ASK1. Pour ceux qui ne savent pas, le ASK1, globalement, c'est une protéine kinase qui joue un rôle très important de la signalisation cellulaire impliquée dans le stress oxydatif, dans la fibrose et dans l'apoptose. Donc, globalement, cette SRT 015 a une distribution préférentielle au niveau du foie et il a des effets anti-apoptotiques, anti-inflammatoires, anti-fibrosants avec une dose dépendante. Alors, comment ils font ça? Globalement, ils ont essayé d'évaluer les effets du SRT 015 sur la fibrose dans un modèle de ligature de voie biliaire sur 14 jours chez les souris, reproduisant comme ça une forme cholestatique sévère. Donc là, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Ah, parfait. Donc, ils ont pris 4 groupes de souris. Premier groupe, c'était une souris qui a eu qu'une laparotomie sans ligature de voie biliaire qui ont reçu de placebo. Deuxième groupe, des souris qui ont eu une ligature de voie biliaire qui ont reçu le placebo. Et troisième et quatrième groupe qui ont eu une ligature de voie biliaire mais qui ont reçu le SRT 015 à des doses différentes. Hop. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Donc, ils ont donné le SRT 015 par voie orale une fois 1 heure avant la chirurgie. Après, ils ont donné le SRT 015 quotidiennement pendant 14 jours jusqu'à J14. 2 heures après la dernière dose, ils ont prélevé le foie de souris pour l'analyser au microscope pour voir exactement quels sont les effets du SRT 015. Donc là, vous allez le voir sur cette slide. Hop, hop, non, pas ici. Hop. Donc, en haut à gauche, vous allez voir le Picosirius du foie de ces souris. Donc, vous voyez ici que les souris ayant une ligature de voie biliaire avaient une fibrose vraiment significative. Mais chez les souris qui ont reçu le SRT 015, à doses différentes, la fibrose diminuait progressivement avec la dose. On peut voir ça également dans cette figure-là qui évaluait l'activation des cellules ovalaires. Donc, on voit ici qu'il y a une activation des cellules ovalaires chez les patients, chez les souris ayant une ligature de voie biliaire qui ont reçu le placebo, mais une diminution de l'activation des cellules ovalaires chez les souris qui ont reçu le SRT 015 à doses différentes. En ce qui concerne le bilan biologique, il y avait pas de grosses différences. Et on voyait qu'il y a une diminution des alates, mais globalement, il n'y avait pas beaucoup de différences sur le bilan biologique. Mais comme conclusion, ils ont vu que le SRT 015 réduit de manière dose-dépendante la fibrose chez les souris qui ont une ligature de voie biliaire et que ça pourrait constituer un bon traitement dans les maladies cholestatiques du foie. Deuxième étude que nous avons choisie, c'était la valeur pronostique de l'élasticité hépatique confirmée prospectivement dans la CSP. Donc, l'augmentation de l'élasticité hépatique a été associée à la fibrose et à une évolution clinique défavorable chez les patients ayant une CSP.
Donc c'est une étude multicentrique, prospective internationale qui a été réalisée sur 13 centres, justement pour valider prospectivement la valeur pronostique du FibroScan. Donc, il y avait initialement 617 patients pour lesquels les données cliniques, biologiques et de l'élastographie par FibroScan ont été enregistrées pendant 5 ans, de façon prospective. Donc, finalement, au bout de 5 ans, on avait 538 patients au total. Bon. La majorité de ces patients étaient des hommes, comme on s'entendait, donc 67% étaient des hommes. L'âge moyen, c'était de 44 ans et le FibroScan de baseline initialement à l'inclusion moyen, c'était de 11,9, entre 11,9 et 12,4 kPa. Le but, l'objectif principal de cette étude, c'était de voir exactement la survie sans transplantation hépatique chez ces patients, et les objectifs secondaires, c'était la survie en absence de transplantation hépatique et en absence de complications. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que la survie sans transplantation à 5 ans, c'était seulement de 48% dans le dernier groupe. Donc, ils ont pris 3 groupes de patients. Premier groupe avec une élasticité au départ entre 2,5 et 9,5. Un deuxième groupe avec une élasticité de baseline entre 9,6 et 14,3 et un troisième groupe de 14, baseline de 14,4 kPa de FibroScan. Donc, ceux qui étaient dans le dernier groupe avaient en effet à 5 ans une survie moins bonne que le premier deux groupes de seulement 48%. Premier groupe 94% et deuxième groupe 79%. Donc, globalement, cette étude prospective internationale a validé la valeur pronostique de l'élasticité hépatique mesurée par FibroScan dans la cholangite sclérosante primitive. Ensuite, troisième étude, pour rester un tout petit peu dans le même thème, c'est la fibrose hépatique chez les adolescents et les jeunes adultes, ayant comme objectif d'évaluer la fibrose hépatique chez ces patients, chez ces groupes de patients par élastographie IRM en comparaison avec la fonction biopsie hépatique et le FibroScan, et également d'évaluer la fibrose au moment de transition de soins. Alors, pour cette étude, ils ont utilisé 2 groupes. Le premier groupe, c'était de 34 adolescents avec un âge moyen aux alentours de 16 ans pour établir le seuil de l'IRM en comparaison avec la ponction biopsie hépatique selon le score de Ishak. Et un deuxième groupe de 64 patients jeunes adultes, donc avec un âge moyen de 22 ans, pour valider les résultats, pour valider l'IRM en comparaison avec le FibroScan et la ponction biopsie hépatique. Alors, ici, vous avez le résultat. Donc, globalement, on a 2 groupes de patients. Un groupe qui avait une fibrose qui progressait au moment de la transition et un groupe avec une fibrose qui ne progressait pas au moment de transition. Ici, on peut voir que les patients qui ont progressé au moment de la transition avaient une perturbation de bilan hépatique avec des valeurs plus élevées des alates et des phosphatases alcalines par rapport au groupe qui n'avait pas de fibrose au moment de la transition. Vous pouvez voir également que l'âge au moment de la transition était beaucoup plus élevé par rapport à, chez les patients qui avaient une perturbation de bilan hépatique par rapport à ceux qui n'avaient pas de perturbation de bilan hépatique. Donc, globalement, les patients qui transitaient, ils étaient beaucoup plus âgés, il y avait une perturbation de bilan hépatique. Donc, déjà, on peut voir que ce sont des patients un peu plus compliqués. Mais globalement, cette étude a montré que l'IRM a montré une excellente précision pour exclure la fibrose avancée et la cirrhose par rapport au FibroScan chez les adolescents et les jeunes adultes dans cette étude. Alors, quatrième étude que nous avons choisie, ça porte sur l'expression plasmatique de MIR122SP et MIR21SP pour prédire la rechute de l'hépatite auto-immune après l'arrêt du traitement. Donc, dans les recommandations actuelles, comme vous le savez, on peut arrêter le traitement pour l'hépatite auto-immune après 3 ans de traitement et après 2 ans de réponse biologique complète. Mais malheureusement, 50% des patients rechutent quand même de l'hépatite auto-immune. Et malheureusement, nous n'avons aucun biomarqueur pour prédire la rechute. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la capacité d'un panel de micro-ARN circulant à prédire la rechute après l'arrêt du traitement. C'est une étude multicentrique, mais qui a eu seulement 30 patients qui ont eu un arrêt de traitement pour une hépatite auto-immune. Et du coup, ils ont dosé par méthode PCR le plasma de ces patients tous les mois pendant 12 mois. Alors, le T0, c'était le jour où ils ont arrêté le traitement.
Le T1, globalement, c'était pendant le suivi des patients quand ils avaient encore un bilan biologique normal. Et le T2, c'était au moment de la rechute. Alors, là, globalement, donc là, on peut voir les résultats. Finalement, ils avaient 9 micro-ARN, mais c'est seulement 2 micro-ARN qui ont montré un résultat assez bon. Donc, on parle du MIR 122 et le MIR 21. Globalement, le MIR 122 avait une valeur qui était très élevée à T0, T1 et T2. Et le MIR 21 avait une valeur qui était vraiment beaucoup plus basse à T2. On voit également que les patients qui rechutaient avaient une valeur initiale des ALAT un peu plus élevée. Et donc, globalement, suite à cette étude, on a vu qu'il y a quand même une évolution progressive de MIR 122 accompagnée d'une diminution significative de MIR 21 a été observée. Donc, du coup, ça pourrait être un biomarqueur assez intéressant pour prédire la rechute des patients atteints d'une hépatite auto-immune pour lesquels on tente d'arrêter le traitement. Merci. Merci beaucoup. Désolée, j'ai essayé d'être rapide. C'est parfait. Pour gagner du temps, on prendra les questions à la fin. On va passer peut-être directement à la deuxième présentation de Clémence Saint-Gier, qui est pédiatre et qui vient de Lille, qui va nous présenter ses coups de cœur du congrès de l'ASLD, donc le congrès américain des pathologies, qui s'est tenu au mois de novembre à San Diego. Oui, bonjour à tous. Merci de me laisser présenter du coup ces résultats. Pareil qu'Alina, un petit peu de difficulté à trouver que les 4 études à sélectionner, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc la première étude qu'on a trouvée intéressante concerne le statut clinique et le statut histologique au moment de la transplantation chez les enfants suivis pour une PFIC. Donc on sait que les indications de la transplantation dans la PFIC sont assez nombreuses. Au moment de l'évolution de l'atteinte hépatique, une cirrhose décompensée, la découverte d'un carcinome hépatocellulaire, un prurite non contrôlé avec les traitements médicaux. Et donc l'objectif de cette étude était d'évaluer sur les foies explantés au moment de la transplantation chez ces patients, la présence d'une fibrose hépatique, la présence de nodules, y compris de carcinome hépatocellulaire, et d'évaluer également les données cliniques et biologiques au moment de la transplantation. Donc, cette étude a inclus 64 patients avec une PFIC 1, 2 ou 3 qui avaient donc eu une transplantation hépatique dans leur histoire, et ces enfants venaient de 11 centres différents des États-Unis et du Canada. Donc les principaux résultats, je vais essayer de vous montrer. Donc au niveau de la fibrose, la plupart des patients avaient une fibrose à un stade avancé, donc F3, F4. On remarque que 80% des patients avec une PFIC2, donc avec un déficit en BZEP, avaient une fibrose avancée, 100% des patients avec un déficit en MDR3 et un peu plus de 50% des patients avec un déficit en FIC1. Au niveau des anomalies hépatiques, la plupart des patients avaient également des marqueurs d'insuffisance hépatique sévère, avec 57% des patients avec un déficit en BZEP et 88% des patients avec un déficit en MDR3. Au niveau de la présence de nodules, on remarque que chez les patients avec un déficit en BZEP, donc il y en avait 41 inclus, 12 avaient la présence de nodules au moment de la transplantation, dont 7 étaient des carcinomes hépatocellulaires. Alors que chez les patients avec un déficit en MDR3, il y avait plus de 50% de nodules, mais un seul avait un carcinome hépatocellulaire, et aucun n'avait de carcinome hépatocellulaire chez les patients avec un déficit en FIC1. Au niveau de prurite au moment de la transplantation, qui est évalué par le score CSS, un peu plus de 14% chez les patients seulement avec un déficit en MDR3 avaient un score de prurite élevé, 60% chez les patients avec un déficit en FIC1 et 47% chez les patients avec un déficit en BZEP. Donc, la conclusion de cette étude était principalement que tous les patients qui ont été transplantés avaient un stade de fibrose très avancé au moment de la transplantation et des marqueurs d'insuffisance hépatique biologique, que par contre au niveau des nodules, et notamment des carcinomes hépatocellulaires, ces derniers étaient beaucoup plus fréquents chez les patients avec un déficit en BZEP, et donc d'où l'importance chez ces patients de surveiller et de dépister le CHC. Et il était possible, alors 2 patients de cette cohorte avaient la présence de nodules bénins et malins au moment de la transplantation, donc c'est possible d'avoir 2 types de nodules au même moment. Deuxième étude que je voulais vous présenter, c'est l'étude qui concerne le Fazirsiran, et donc l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité à long terme chez les patients suivis pour un déficit en alpha-antitrypsine avec une atteinte hépatique sévère.
Donc, le déficit en alpha-antitrypsine est une maladie génétique rare, dont le phénotype le plus sévère est celui avec une accumulation d'alpha-antitrypsine au niveau des hépatocytes. Un médicament qui est une RNA-thérapie, le Fazirsiran, a récemment été étudié dans l'étude Sequoia, qui est une étude qui incluait 40 adultes avec ce phénotype sévère avec une atteinte hépatique, qui ont été randomisés pour recevoir ce traitement à doses différentes, donc 25 mg, 100 mg, 200 mg, VS placebo. Et donc, dans cette première étude Sequoia, on remarque qu'il y a une diminution significative du taux d'alpha-antitrypsine chez les patients qui ont reçu le traitement, et ce de manière dose dépendante. L'objectif de cette étude-ci était d'évaluer en prolongement de cette première étude l'efficacité et le profil de sécurité à long terme de ce médicament sur plus de 197 semaines. Et donc, c'est un prolongement de cette première étude qui incluait donc 23 patients qui faisaient partie de l'étude Sequoia. 4 d'entre eux avaient reçu 25 mg de Fazirsiran, 5 avaient reçu 100 mg, 5 autres 200 mg et les 9 derniers avaient reçu le placebo. Et donc, ces patients ont donc reçu 200 mg de Fazirsiran toutes les 12 semaines au long terme. Au niveau des résultats principaux, on remarque qu'il y a une diminution du taux sérique d'alpha-antitrypsine, puisque chez les patients qui avaient reçu initialement 25 mg, on note une diminution de 55% du taux sérique. Chez les patients qui avaient reçu 100 mg, une diminution de 49%. Chez les patients qui avaient reçu 200 mg, une diminution de 8%, donc moins importante. Et par contre, chez les patients qui avaient reçu initialement le placebo, une diminution de 85% du taux sérique. Concernant le bilan biologique hépatique, globalement, on remarque que les patients qui avaient reçu du Fazirsiran au cours de l'étude Sequoia ont gardé une stabilité sans réaugmentation des azates, des alates et des gamma-GT. Et par contre, les patients qui avaient reçu initialement placebo ont noté une diminution de leur taux d'azate, alate et de gamma-GT en ayant reçu le Fazirsiran dans un deuxième temps. La fonction pulmonaire a également été évaluée dans cette étude et montrait également une stabilité de cette fonction, et le profil de tolérance était bon, ce qui permettrait de soutenir en tout cas l'utilisation de ce nouveau médicament, même si on est encore sur une étude sur un faible effectif et en population adulte. Troisième étude qu'on a voulu vous présenter, c'est une étude qui identifiait les allèles HLA de classe 1 et le répertoire lymphocytaire qui serait associé aux insuffisances hépatiques aiguës d'origine indéterminée en pédiatrie. Donc, les insuffisances hépatiques aiguës sévères en pédiatrie sont souvent de cause indéterminée dans plus de 50% des cas. La cause suspectée est une dysrégulation immunitaire et on sait que chez ces patients, il y a une augmentation du risque de développer une aplasie médulaire. Et on connaît également certains allèles HLA de classe 1 à risque de faire développer une aplasie médulaire. Et donc l'hypothèse dans cette étude, c'était que les insuffisances hépatiques aiguës d'origine indéterminée pourraient partager une physiopathologie commune et des mécanismes génétiques communs avec l'aplasie médulaire. Donc l'objectif de cette étude était de déterminer si certains allèles HLA de classe 1 auraient été surreprésentés chez les patients avec une insuffisance hépatique aiguë d'origine indéterminée en pédiatrie, et si ces allèles retrouvés correspondent à se retrouver comme étant à risque dans l'aplasie médulaire. Donc pour ce faire, dans des centres des États-Unis et du Canada, le groupe d'études sur les insuffisances hépatiques d'origine indéterminée, les explants congelés ont été récupérés, 35 sur des causes indéterminées et 11 sur des causes connues. L'ADN de ces explants a été extrait et le génotypage HLA de classe 1 a été réalisé dans ces explants, seulement sur le groupe des causes indéterminées. Donc les résultats retrouvent que 6 ou 7, en tout cas plusieurs allèles HLA de classe 1 en fonction des analyses ajustées ou non ajustées, ont été retrouvés comme étant associés et surexprimés chez les patients avec une insuffisance hépatique aiguë d'origine indéterminée. Et parmi eux, 2 d'entre eux étaient communs avec les allèles HLA à risque de développer une aplasie médulaire, donc le HLA de classe 1 A0206 et le A6801. À l'inverse, d'autres qui étaient connus pour favoriser les anémies aplasiques médulaires n'ont pas été retrouvés. Donc la conclusion de cette étude est que pour la première fois, on a mis en évidence des allèles HLA de classe 1 significativement associés au risque de développer une insuffisance hépatique aiguë d'origine indéterminée en pédiatrie, ce qui pourrait suggérer que les cellules présentatrices d'antigènes jouent un rôle dans la physiopathologie de cette maladie. Mais on est encore pareil sur des populations trop étroites pour pouvoir confirmer cette hypothèse. Enfin, une quatrième étude qui avait pour objectif de développer une méthode échographique mettant en évidence les voies biliaires de manière fiable et qui pourrait participer au diagnostic étiologique dans l'atrésie des voies biliaires.
Donc, comme on le sait tous, dans l'atrésie des voies biliaires, les voies biliaires sont atrétiques et donc non visualisables. Et l'idée, ça serait qu'une méthode échographique fiable pour visualiser ces voies biliaires serait utile dans le diagnostic étiologique. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'abord de développer une méthode pour visualiser de manière fiable les voies biliaires. Donc, cette méthode a été mise au point sur l'évaluation d'images avant 2021 et d'évaluer cette méthode chez des patients suspects d'atrésie des voies biliaires qui venaient pour une cholestase néonatale. Donc, ils ont d'abord développé cette méthode en 4 temps. Donc, la première, avec les images, donc, de trouver la veine porte, glisser jusqu'à la tête du pancréas en 2. Troisième étape, de visualiser un conduit parallèle à la veine porte et mesurant plus de 3,5 mm. Et enfin, de confirmer avec le Doppler couleur. Dans l'atrésie des voies biliaires, cette troisième étape ne serait donc pas réalisable. Et donc, après avoir mis cette méthode au point, elle a été testée donc chez 64 patients, 12 qui avaient été confirmés atrésie des voies biliaires et 52 qui n'avaient pas d'atrésie des voies biliaires. On retrouvait que dans cette population, donc, les 12 patients qui ont eu un diagnostic d'atrésie des voies biliaires confirmé, cette troisième étape n'avait pas pu être réalisée, alors que chez aucun patient qui avait une atrésie des voies biliaires, les voies biliaires avaient été faussement visualisées. Et à l'inverse, chez les 52 patients qui n'avaient pas d'atrésie des voies biliaires, seulement 3 patients, les voies biliaires n'avaient pas pu être visualisées avec cette méthode, ce qui conférerait une sensibilité à 100% et une spécificité à 94% de ce test diagnostique. Donc ça pourrait être une méthode fiable, relativement simple pour éliminer l'atrésie des voies biliaires. Cependant, on reste sur un effectif, encore une fois, relativement faible et qui nécessiterait d'être confirmé dans une cohorte indépendante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, oratrice. Donc, on a quelques minutes pour les questions. Donc, comme vous avez vu, on a choisi des études un peu hétérogènes, population pédiatrique et adulte, en général maladies rares, un peu des cliniques et un peu de fondamentales. On a vraiment, voilà, ils ont essayé de vous donner les résultats plus intéressants qu'on a vus à l'ESL. C'était très subjectif comme choix d'études, mais voilà. Donc, si vous avez des questions. En attendant les questions, je peux commencer. Faire un premier commentaire sur les résultats du fibroscan dans la CSP. C'est des choses qui sont très intéressantes, donc qui sont dans la poursuite, en tout cas chez l'adulte, de ce qu'on a observé dans la cholangite biliaire primitive. Je ferais juste une petite nuance dans la CSP, qui est une maladie qui évolue par poussée, plus que la CBP, qui est une évolution lente et pas très inflammatoire. Et il faut sûrement se méfier du piège des poussées de la maladie. C'est sûrement pas le meilleur moment pour faire une élasticité du foie. Donc je crois que dans cette maladie, comme dans l'hépatite auto-immune, il faut utiliser les marqueurs non invasifs de fibrose, puisqu'on a quasiment, en tout cas chez l'adulte, plus recours aux biopsies pour le diagnostic. Et on a besoin de marqueurs non invasifs pour évaluer la fibrose et le pronostic. Mais dans la CSP, avec cette petite différence par rapport à la CBP, je ne sais pas si tu es d'accord, de ne pas le réaliser au moment de période de poussée de la maladie, évidemment d'angiocolite ou de poussée inflammatoire importante. Oui, en effet, c'est pas exactement noté dans l'étude, mais en fait, ils ont collecté les données du fibroscan, enfin biologique, clinique et de fibroscan tous les ans pendant 5 ans. Après, ils ne précisent pas exactement si c'était au moment de pousser ou pas, mais ils ont vraiment, enfin, ou à quel moment ils ont collecté toutes ces données, mais globalement, ils ont collecté toutes les données, y compris le fibroscan, voilà, tous les ans pendant 5 ans. Ils ne nous ont pas encore donné ces résultats parce que là, ce que vous avez vu, c'est le fibroscan au baseline qui corrèle avec l'évolution à 5 ans. Mais justement, ce serait curieux de voir... Exactement. On a juste le baseline de fibroscan qui était le pronostic pour la survie par la suite. Mais malheureusement, on n'a pas les valeurs de fibroscan pendant tous les ans de suivi de 5 ans. Ce qui est très intéressant dans la CBP, c'est qu'effectivement, les variations de la valeur d'élasticité ont été encore meilleures pour prédire le pronostic. On s'attend à peu près à la même chose dans la CSP, mais avec la réserve de le faire au bon moment. Je voudrais poser une question aux deux présentatrices, puisque ta dernière présentation parle d'un marqueur prédictif de rechute dans l'hépatite auto-immune. Oui. Et il y a eu aussi au congrès nord-américain des papiers sur des marqueurs prédictifs, donc d'où l'importance en clinique. Est-ce que vous pouvez commenter en pratique la valeur de ces marqueurs, leur faisabilité, puisque là c'est quand même
pas dans la routine. Ah non, clairement non. Et du coup, ce que Clémence a entendu aussi du côté... mais vas-y. Donc, alors, pour le micro-ARN circulant, je pense que ça va être assez compliqué pour l'instant, mais je pense que ça va être possible. Donc, globalement, dans l'étude, je ne sais pas si je peux le montrer encore une fois, ils ont fait le suivi de cette micro-ARN tous les mois pendant 12 mois. Et donc, globalement, ils ont vu qu'il y avait un moyen de reshoot au moment du mois 6 et 7. Et le patient, ils avaient encore un bilan biologique normal entre le mois 4 et 5. Donc, je pense qu'on peut doser, donc si on aura la possibilité de doser cette marqueur baseline, donc comme ils ont fait au moment où ils arrêtent le traitement, à 4 mois par exemple, et on voit si les marqueurs sont élevés, ben, c'est là où on peut se poser la question de réintroduire un traitement avant qu'il rechute de façon biologique. Et moi, j'avais vu une étude du coup à San Diego où les marqueurs du coup prédictifs de l'activité histologique, le plus associé en tout cas, c'était le dosage des IgG. Et il se posait même la question sur le risque de rechute et l'évaluation de l'activité histologique de si on avait des IgG encore très très élevés au moment où on voulait essayer d'arrêter le traitement. En fait, alors le seuil était de 14,7 grammes par litre, que si on avait des IgG très très élevés, il n'y avait pas d'indication à essayer d'arrêter le traitement parce qu'on savait qu'il y avait un fort taux de rechute et qu'il y avait toujours une activité histologique. Donc il proposait chez ces patients en tout cas de ne pas forcément faire de biopsie hépatique et de ne pas tenter l'arrêt du traitement étant donné qu'il y avait une corrélation en fait entre le dosage des IgG et l'activité histologique. Donc peut-être éviter des biopsies hépatiques ou des éventuelles tentatives d'arrêt de traitement qui s'avéraient infructueuses de manière presque certaine. Peut-être juste pour commenter, si on a des IgG élevés, on n'est pas en rémission. Si on n'est pas en rémission, il n'y a pas d'indication à arrêter le traitement, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est juste que chez les adultes, on ne les utilise pas pour modifier le traitement immunosuppresseur. C'est vrai qu'on se contente d'avoir des transaminases normales, même si on n'est pas en réponse biologique complète, on va dire. Mais on n'arrête pas les traitements normalement. Je suis d'accord que pour le coup... Je crois qu'il y a le paramètre qui est le simple, qui est le mieux associé à une diminution du risque de rechute post-arrêt, c'est des transaminases inférieures à 5N. J'ai rien de plus à dire, j'allais dire exactement la même chose. C'est bien redéfinir les critères de rémission de l'hépatite auto-immune qui inclut la normalité des IgG et même inclut, pour certains, la négativation des anticorps antitissus. Une question pour Alina encore. Dans le modèle, avec ce nouveau candidat pour les traitements des maladies cholestatiques, c'est un modèle très, très pur, très particulier, la ligature de la voie biliaire principale. Je ne suis pas sûr que ça recoupe tous les types de maladies cholestatiques. Et j'imagine que le reviewer a demandé la validation dans d'autres modèles. Est-ce que tu as déjà la notion que ce candidat a été testé dans d'autres modèles de maladies cholestatiques ? Alors, il y a quelques papiers déjà sur les maladies alcooliques du foie, sur l'intoxication au paracétamol et dans la mâche. Et globalement, il a déjà été, le profil de sécurité a été déjà évalué chez les humains, mais seulement dans des trials de phase 1. Mais voilà, mais ça reste pour l'instant à explorer. En attendant les questions dans la salle, moi je vais faire un commentaire sur l'atrésie des voies biliaires et les données échographiques. C'est vrai qu'on apprend que dans 20% des cas, l'échographie est normale et donc il ne faut pas s'arrêter. C'est vrai qu'après, si on attend suffisamment et qu'on a un radiologue particulièrement expert, on va probablement trouver des micro-signes. Et ce qu'ont décrit les Américains est en fait effectué en routine par nos radiologues pour explorer dans les meilleures conditions les voies biliaires. Et finalement, ça s'associe à toute une autre microsémiologie, les microquistes de la plaque hilaire, bien sûr les éléments du syndrome de polysplénie, et puis maintenant aussi de plus en plus quand même l'élastométrie hépatique et splénique, et tout ça va modifier le risque de suspicion d'atrésie des voies biliaires, mais quand même on apprend classiquement que même à voie biliaire, à échographie normale, il ne faut pas éliminer le diagnostic. Oui, bien sûr. Une dernière question peut-être. Oui, j'ai une question concernant justement le travail qui a été fait sur les insuffisances hépatiques aiguës. Est-ce que vous avez une idée de l'âge des patients qui ont été inclus dans cette étude ? Est-ce que ça excluait finalement les insuffisances hépatiques aiguës du nourrisson et qui n'ont inclus que les plus grands enfants dont on sait que certains peuvent avoir une évolution se compliquant d'une aplasie médulaire ?
Oui, il me semble que c'était surtout sur l'âge. Enfin, je me souviens plus qu'il y a eu des critères d'exclusion, mais je pense que c'était que chez les grands. Hein. Il n'y avait pas de nourrissons. Les grands, oui, d'accord. Donc on rentre dans le cadre de ces hépatites aplasie médullaire, oui. Alors, je pense que nous arrivons au terme du temps imparti pour ce symposium. Vous avez vu la richesse et la diversité de ces approches, diagnostiques plus expérimentales, thérapeutiques, avec plein de nouvelles thérapeutiques qui émergent. Un grand remerciement à Ipsen d'avoir permis, et j'espère, de reconduire pour des nouvelles générations, parce que ce sont des expériences pour nous les seniors tout à fait intéressantes, et ce coaching avec les jeunes, et pour les jeunes, je pourrais les laisser commenter éventuellement une expérience aussi très riche, en tout cas pour celle que je connais bien, à qui j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire en passant. Bravo. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons rendu le micro dans les temps. Merci à toutes et à tous, et merci aux seniors et aux coachers. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.